Bonsoir tout le monde. Bien, nous sommes le 8 juillet 2026, il est 18 heures. Il fait toujours un temps aussi agréable à Dieppe, il fait bon, il n'y a pas de canicule. J'ai beaucoup de chance d'être dans l'ouest de la France en ces périodes de canicule, dans tout le reste, partout, quand je vois à Marseille, à Grenoble, partout. Bref, là, on est bien, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau personnage que, bien évidemment, vous connaissez tous, avec qui vous avez pris beaucoup de plaisir. Il s'agit de Jean Gabin. Que voilà un personnage intéressant, qui a eu une vie en contraste. Et en tout cas, où le talent a été reconnu et le charme a joué. Donc il est né en région parisienne en 1904 et il décédera en 1976 à 72 ans. Il est l'aîné, ou le plus jeune, je ne sais plus, de 4 enfants, de 4 frères et sœurs, et le papa est un personnage assez intéressant qui s'appelle Ferdinand Montgorget. D'ailleurs, Jean Gabin, de son vrai nom, s'appelle Jean Montgorget. Ce garçon a un métier, son papa, donc Ferdinand, un métier assez surprenant. Il travaille à la ville de Paris entre paveurs. Donc, il pave les rues de Paris. Et il habite où son fils était né, à Mériel, en banlieue parisienne. Ce Ferdinand Montgorget est extrêmement attiré par le monde du spectacle et du musical. Et en 1922, il a tendance à pousser Jean, son fils, vers de s'orienter vers le musical, le théâtre, le spectacle. On arrive en 1924, où le dit Jean Gabin a une vingtaine d'années, et il fait son service militaire et se retrouve comme marin. Je crois qu'il est à Toulon, enfin bon, bref, le voilà. Donc il met le pied dans le monde du marin avec toutes les photos qu'on a pu voir avec Jean Gabin et son bachy, le bachy étant le calot, le couvre-chef des marins avec le pompon rouge. Alors si on revient sur sa jeunesse, c'est un enfant un peu indiscipliné et qui a tendance à faire les 400 coups. Le jeune et qui n'a vraiment pas un penchant pour les études. Par contre, dès l'âge de 10 ans, il fait de la boxe, il fait du foot, il fait du vélo. C'est un sportif. Par contre, tous ses professeurs à l'école, ses maîtres d'école, le considèrent comme un cancre. Il fait rien, il est un peu rebelle. Alors, il y a le sport qui l'intéresse, et puis il y a une chose qui le fascine, c'est les locomotives. Il aspire à une chose, c'est de conduire une locomotive. Alors, en 1914, la guerre éclate. Il aspire qu'à une chose, c'est à devenir soldat malgré son jeune âge. Et clandestinement, il s'infile dans les troupes. Et alors on le recherche
on le retrouve et on le ramène chez lui. On dit, oh, ça va bien, tu vas pas te mettre à faire la guerre à l'âge de 10-12 ans. Alors bon, avec ses parents, donc, une fois que je crois que c'est quand la guerre a été terminée, ou pendant la guerre, je ne sais pas exactement la date, avec ses parents, ils viennent vivre à Paris, dans le quartier de Clientèle, de Clignancourt, un quartier populaire. Où il va découvrir cette ville et y faire sa carrière. Alors, pendant qu'il est à Paris, ou je ne sais pas où il est, il fait la connaissance, il se lie d'amitié avec un certain Bleusten Blanchet. Je ne sais pas si vous connaissez. Bleusten Blanchet, c'est le patron de la publicité en France, c'est Publicis, qui restera toute la vie son ami. Et alors qu'on le donne perdant complètement, il va passer son certificat d'études et au stupeur, le jeune Jean Gabin obtient son certificat d'études. Alors, une fois qu'il a eu ça en main, il avait envie de rien faire, et son père met la pression et s'impose, et l'inscrit, il obtient une bourse, et il l'intègre au lycée Janson de Sailly à Paris. Bon, on ne peut pas dire que le jeune Jean Gabin soit enthousiasmé par cette perspective. Il n'a aucune envie de faire des études supérieures. Effectivement, une fois qu'il a été intégré, et il y a une chose qu'il fait remarquer au lycée, c'est la médiocrité de ses notes et de son suivi et de son intérêt pour les études. Et par contre, il est certainement le chef du lycée en question des cols qu'il a. Pratiquement tous les week-ends, on le met à l'écart et il est collé. Ah, bon, c'est un vrai, pour lui, cette période est un vrai calvaire. Donc son père, suivant son idée, parallèlement à ce qu'il poursuive ses études au lycée, il lui fait voir, il l'oriente, il essaye qu'il choisisse une voie vers le spectacle. Et donc il lui fait découvrir Paris. Avec son fiston, il lui fait fréquenter les bistrots, des endroits un peu bizarres, il lui fait voir sur les comptoirs un coup de rouge, enfin bon, il a une vie un peu inhabituelle pour un jeune garçon de son âge. Et son père a une opportunité, son père arrive à rentrer dans une revue comme chantait d'un chanteur, un genre de music hall, un peu de second rang, comme chanteur, et donc il assouvit son souhait de devenir un artiste. Alors, en novembre 1919, donc il a une quinzaine d'années, il fait une fugue, il disparaît du lycée, il quitte le lycée et il se réfugie chez une de ses parentes, une tante, je crois qu'elle s'appelle Madeleine. Et il a décidé de ne plus retourner au lycée, où c'est un vrai calvaire pour lui. Alors, il trouve un emploi, il faut quand même qu'il ait des ressources financières. Il trouve un emploi d'ouvrier dans une cimenterie, il devient cimentier. Puis de la cimenterie, il trouve une autre entreprise
où ils font de la fonderie. Donc il découvre plein de métiers. Et il a cette vie un peu baroque, un peu isolée de tout le monde. En 1920, il revient voir, il se rapproche de son père, avec qui il avait un peu rompu les liens. Et son père, qui est déjà dans le milieu du spectacle, en tant que chanteur de seconde zone, son père le présente au directeur d'un très grand musical de l'époque, et qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle les Folies Bergères, où de très jolies filles lèvent la jambe, font du French Cancan, ainsi de suite. Un endroit à Paris, mondain, où le tout Paris vient prendre du plaisir en regardant danser ces très belles filles. Le patron des Folies Bergères, donc a un contact avec l'ami Jean Gabin, il lui trouve une chouette gueule, et il décide de l'embaucher. Donc, voilà Jean Gabin, sans en avoir une profonde envie, se retrouve dans le monde du spectacle. Et puis il y a quelque chose qui l'attire aux Folies Bergères, c'est qu'il est très sensible à l'ambiance et à de fréquenter l'ensemble de ces filles superbes qui lèvent la jambe sur la scène. Donc, le voilà quittant des petits métiers industriels pour entrer dans l'univers du musical. Il passe un certain temps servant sur la scène des Folies Bergères, comme il est sur la scène, il pose, il n'a pas de rôle à vrai dire, il meuble l'espace, ça n'a aucun intérêt. Et on remarque son allure, et il est embauché, il est recruté par un théâtre à la mode à l'époque qui fait des pièces un peu légères, qui s'appelle au Vaudeville, un théâtre qui s'appelle au Vaudeville. Et dans cette ville, enfin dans ce monde du spectacle, il croise sur sa route une danseuse qui est à la mode, qu'on voit un peu partout, qui s'appelle Gaby. Alors, dans cet univers du spectacle, son père est arrivé à avoir un petit rôle où la vedette est un chanteur très à la mode à l'époque qui s'appelle Maurice Chevalier. Vous connaissez tous. Alors, donc son père poursuit son petit bonhomme de chemin dans ce monde du spectacle où il se sent bien et qui était son souhait. Donc, là aussi, Jean Gabin navigue d'un endroit à un autre et il arrive à avoir un rôle un peu plus important. Et à la même époque, il tombe amoureux de la fameuse danseuse Gaby qu'il avait croisée quelque temps avant, et il tombe vraiment très amoureux et il épouse Gaby. Alors, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, parce que c'est quand même un garçon très volage et qui est sensible à la jante féminine. Donc, en 1926, après avoir effectué son service militaire donc dans la marine, il est démobilisé. Et en 1927, il est embauché au Moulin Rouge, qui est
un haut lieu de la vie parisienne, de la vie nocturne. Et il rentre, on a remarqué qu'il avait une voix assez agréable, et la grande chance de sa vie, dans la revue où il est recruté, la vedette est Mistinguett. Ah, qui à l'époque, Mistinguett, à la fois dans la chanson, dans la danse et tout, enfin, c'était une vedette incontestée dans le monde du music-hall dont tout le monde se souvient du nom. Et cette fameuse Mistinguett, la voilà elle tombe amoureuse de Jean Gabin. Alors, bien sûr, tout ça se passe parfaitement. Il s'établit, il devient l'amant de Mistinguett, et au bout d'un certain temps, Mistinguett va aller ailleurs. Elle va quitter le Moulin Rouge. Il est un peu décontenancé, l'ami Jean Gabin. Donc, il reste quelque temps et il est recruté, il trouve un nouveau rôle dans un théâtre de l'époque qui s'appelle les Bouffes Parisiens, où là, il y a un opéra comique, et à nouveau, il a un rôle comme chanteur dans cet opéra comique. Et là, sur scène, il est remarqué par sa gueule, son allure, par un des producteurs de la maison Pathé qui produit des films, c'était le début du cinéma, et il propose à Jean Gabin son premier rôle qui s'appelle, dans un film qui s'appelle Chacun sa chance. Et puis, au cours dans cet univers du cinéma, Jean Gabin obtient un rôle dans un film où il y a Fernandel, puis un autre film avec Rému. Donc tout ça l'incruste dans ce monde avec des vedettes extrêmement reconnues à l'époque. Il y a un metteur en scène à l'époque dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Duvivier. Et il le prend comme acteur dans un film qui s'appelle Marie Chapdelaine. Vous, ça vous dit rien, moi, c'est un des premiers films que j'ai fait. Et ensuite, ils veulent tourner des films avec une grande vedette du music-hall Apple qui s'appelle Joséphine Baker. Et durant cette période où il fréquente les studios, toutes ces vedettes, il fait la connaissance de Morgan, comment elle s'appelle, Morgan, et de tout le monde des producteurs et des metteurs en scène, notamment Renoir, qui, ayant eu connaissance de son goût de Jean Gabin pour les locomotives, lui propose un rôle dans un film qui va devenir extrêmement célèbre, que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle La Bête humaine. Et ça, on est en 1938. À la même époque, il joue avec des grandes vedettes de l'époque, Arletty, Jules Berry, avec Michel Morgan. En 1939, la période où la guerre éclate, il tourne un film, et ce qui l'a profondément marqué. Donc en 1939, il réintègre la marine, ce qui durera plus longtemps, puisque
la défaite a été extrêmement rapide. Devant l'occupation allemande, Jean Gabin, ou période à l'époque où la vie artistique disparaît un peu de la France et le nazisme étant sa main, il décide de partir en exil et il part aux États-Unis. Donc nous sommes en 1941. Jean Gabin quitte la France. Une fois aux États-Unis, il va falloir qu'il retravaille. Et donc, il va dans le milieu artistique de l'époque à New York et il fait la connaissance et celui d'amitié avec un grand metteur en scène de l'époque qui s'appelle Daniel Zanuck, qui est un des piliers, un des créateurs de la grande compagnie de cinéma qui s'appelle la Fox, que tout le monde tournait. Là, Zanuck le prend comme, lui donne un rôle dans un de ses films. Et il a comme metteur en scène à l'époque un Français, Duvivier. Et il tourne un film, il a un rôle dans un film qui s'appelle L'Imposteur. Là-bas, une fois qu'il est aux États-Unis, dans les studios, sur les plateaux, il fait la connaissance d'une grande actrice qui est très en vogue à cette époque à travers le monde, qui s'appelle Marlène Dietrich. Et Marlène Dietrich tombe amoureux des yeux bleus de Jean Gabin et ils s'installent et ils vivent ensemble. Mais au bout d'un certain temps, Jean Gabin, la France lui manque. La vie américaine ne correspond pas très bien à sa culture, à sa jeunesse, à ce qu'il a connu et ce qu'il apprécie. Donc, il décide de rentrer en France. Et à cette époque-là, où les Allemands sont présents, on a été vaincus, donc il décide de s'engager dans les armées, dans les réseaux de la France libre. Donc, et il rejoint, non pas la France, mais Alger, et reprend l'arme. Donc il a été membre en tant que marin, il rentre dans la marine. Et là, pendant un certain temps, il y avait une école pour les officiers mariniers, et il va donner des cours pour les jeunes marins. Et dans la France libre, on a besoin, on veut étoffer avec Leclerc le corps d'armée réservé aux chars. Donc il devient chef de char d'un des chars de la 2e DB. Donc, à cette époque, il y a eu le débarquement en Italie, on remonte la vallée du Rhône, et l'objectif, c'est les Ardennes, et puis c'est d'atteindre le Berchtesgaden, où réside l'ami Hitler. Donc on est à la fin de la guerre, ça craque de partout. Donc à la tête de son char, il suit la 2e DB en direction de Berchtesgaden, où il atteindra avec Leclerc le nid d'aigle d'Hitler. La guerre est terminée, donc il retourne à la vie civile à Paris avec Marlène. Il se lie, il lie les connaissances avec des grands metteurs en scène et un homme qui est dans le domaine de la littérature. Il s'agit de Carnet, Marcel Carnet, et de l'auteur Prévert.
Tant qu'à Marlène Dietrich, elle, à l'inverse, au lieu de rester à Paris, elle retourne en Amérique chez elle. Il se lie, une fois de plus, il a beaucoup de mal à ne pas avoir de liaison amoureuse. Il se lie avec une chanteuse qui est à la mode à l'époque à Paris, qui s'appelle Colette Mars. Vous ne connaissez certainement pas. Moi, je l'ai connue quand j'étais jeune. Et puis, chose qu'il n'a jamais faite, il a chanté, il a fait du musical, mais il n'a jamais joué de pièce de théâtre. Et c'était l'ambition de son père, c'est qu'il devienne un acteur dans le domaine d'une pièce littéraire. Et en souvenir de son père, pour qui il a beaucoup d'affection, il décide de faire une pièce et il fait la connaissance d'un grand auteur à l'époque qui s'appelle Bernstein et il lui confie un rôle dans une pièce qu'il a écrite qui s'appelle La Soif, avec comme partenaire une artiste de l'époque très renommée qui s'appelait Madeleine Robinson. Et il a réalisé un des rêves de sa vie, de jouer une fois, et ce sera la seule, comme acteur. Son domaine étant surtout ou le musical et qui va devenir le cinéma. Alors, on est en 1949, notre ami Jean Gabin fait la connaissance au cours de sa vie d'une jeune femme qui est mannequin chez un grand couturier qui s'appelle Lanvin. Et elle s'appelle Dominique. Et là, il est séduit, il craque. Et il décide, il l'épouse. Et ils auront des enfants. Carnet fait à nouveau fait appel à lui et lui donne un rôle dans un film qui s'appelle La Marie du Port, qui sera tourné à Cherbourg. Jacques Becker, grand metteur en scène, le remarque à la sortie de ce film et il lui propose un rôle dans un film qui deviendra un film culte qui s'appelle Touchez pas au Grisby. Et imaginez-vous qu'il avait comme partenaire un certain Ventura, Léo Ventura, et Jeanne Moreau. Ça fait du beau monde sur le plateau. Et effectivement, ce film deviendra, comme je vous le disais, un film culte. Donc, on est en 1958. Donc, j'ai 27 ans. C'était une époque où je fréquentais le cinéma, où j'avais ma vie d'étudiant, ma vie culturelle, et suite. Donc, tous ces noms m'étaient très familiers. Donc, en 1958, l'ami Jean Gabin est remarqué par Claude Autant-Lara, grand metteur en scène aussi à l'époque, et qui va faire un film qui s'appelle En cas de malheur. C'est un succès énorme qui est lié à la personnalité notamment de Jean Gabin dans la France entière tombe amoureux de Jean Gabin, de son regard, de son look, son comportement. Et il est demandé de toutes parts. C'est-à-dire qu'entre 1954 et 1967, c'est-à-dire sur une période de 13 ans, Jean Gabin va tourner 37 films. Alors, il aura comme partenaire des De Bourvil, des De Funès, notamment dans un film qui est également resté extrêmement célèbre, qui s'appelle La Traversée de Paris en 1956. L'écrivain
de roman policier qui s'appelle Georges Simenon, lui propose de tourner un film qui s'appelle L'affaire Saint-Fiacre. Et avec Annie Girardot, je ne vous dis pas, le duo, Annie Girardot, Jean Gabin. Puis il tourne avec, dans un film, un culte aussi, qui s'appelle Les Misérables, où il joue le rôle de Jean Valjean. Ah, qui n'a pas vu Les Misérables avec Gabin dans le rôle de Jean Valjean? C'est sans fin, c'est de succès en succès. Et puis, un autre, là, il joue le chef d'une famille, un aristocrate, dans un film qui s'appelle Les Grandes Familles en 1958. Sur son chemin, à cette époque-là, il croise un certain Michel Audiard, un garçon qui écrit des textes pour les films, et il y a une osmose avec Jean Gabin où son style d'écriture correspond parfaitement au profil et à la personnalité de Jean Gabin, et avec qui Michel Audiard sera très souvent le parolier des films où jouera Jean Romain avec ses dialogues extrêmement remarquables, très gouailleurs, très parisiens, de Jean Gabin. Et alors, là aussi, il croise sur son chemin une femme assez extraordinaire qui s'appelle Simone Signoret. Alors, là, il a pratiquement, durant toute sa carrière, joué avec toutes les grandes vedettes, toutes les grandes personnalités du monde artistique, du monde du cinéma, et avec tous les plus grands metteurs en scène. Là, il décide de quitter Paris et il s'installe à Paris dans un immense domaine de 150 hectares pour faire de l'élevage de bovins de vaches normandes. Et il ouvre également à Arras pour élever des chevaux de course. Voilà le parcours de cet homme que vous connaissez tous. Et je suis sûr quand à la télévision, maintenant il y a un film avec Gabin, tout le monde regarde ces films avec un grand plaisir. Je trouve que la caractéristique, c'est qu'il correspond bien à notre nation, une grande partie de la population de notre nation, et on ne se lasse pas de passer des moments avec lui. Voilà, donc on va continuer tous à regarder ces films et à prendre du plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.